Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous allons démarrer notre conférence de ce matin. Soyez les bienvenus à la conférence Groupama. Il va y en avoir plusieurs dans la journée. On démarre dès 9h30 avec cette conférence sur la réforme de la protection sociale des fonctionnaires. Vous en aurez deux autres dans la matinée, une à 10h30 qui aura lieu au pavillon 4. Et là, vous verrez, c'est sur une offre très intéressante qui s'appelle Cabassure, qui vous permet de gérer au quotidien tous vos imprévus. Vous verrez très intéressante et des témoignages d'ailleurs très intéressants sur cette offre Cabassure. Et nous terminerons cette matinée avec autre conférence avec une guest star pour nous Groupama, puisque nous X Roumaniac de Predict Service, qui est une filiale de météo spécialisée dans tout ce qui est lié à l'hydrologie et au sinistre hydrologique, qui nous accompagne. Et vous verrez, les seront différents, variés également. On sera dans la prévention, on sera aussi dans la gestion. Et Alix nous parlera également de réchauffement climatique, un sujet. On a des représentants de la mairie de Saint-Georges-de-Didonne ce matin. Je pense que vous êtes particulièrement, vous aussi, sur le réchauffement climatique et le problème de la montée des eaux. On démarre sans tarder cette première conférence de la matinée sur le thème donc santé sociale au cœur de la préoccupation des collectivités locales. Effectivement, en tant que maire, vous avez des attentes sur ce sujet. Et pour en parler ce matin, trois invités avec nous. Je commencerai par, bien entendu, Audrey Berling-Icout. Alors Audrey, vous êtes responsable. Vous êtes plutôt une experte de la protection sociale des maires. Donc vous nous expliquerez vers quoi doit tendre cette réforme ce matin. Nous avons avec nous également David Laglaise. Alors David, maire d'une commune Étriché, maire de la commune d'Étriché. Vous nous direz exactement où c'est, le nombre d'habitants. Mais vous êtes aussi, par ailleurs, vous êtes aussi responsable clientèle chez Groupama sur le secteur des collectivités locales. Et Pino, qui est directeur général du SIGAC. Pierre, le SIGAC étant une filiale, mais vous nous la présenterez tout à l'heure. Alors, sans plus tarder, une première question, pour David Laglaise, évidemment, en tant que maire, ici, avec un témoignage intéressant d'une collectivité locale. Les maires en attente d'une réforme, la protection sociale, mais pas que les maires, mais au moins les maires en attente de cette protection sociale des fonctionnaires. Justement, qu'est-ce que vous en attendez, vous, de cette réforme ? Alors, je pense qu'avant de parler des attentes, je pense que les maires, avant tout, ont des pressions. À chaque fois qu'on lance de nouvelles réformes, évidemment, je ne me suis pas présenté, donc je suis maire d'une commune d'Étriché, à Étriché, dans le Maine-et-Loire, 1000 habitants. Et je pense qu'il faut avant tout se dire qu'on a inquiétude quant à la surcharge, la complexité que va amener la mise en place de cette réforme. On est sur nos petites communes face à des secrétaires généraux qui font un peu tout, qui sont les hommes ou les femmes de nos collectivités. Et on voit bien qu'on va ajouter une tâche complémentaire, gestion des ressources humaines, qui est déjà pas simple, et sur un sujet qui va nécessiter de la pédagogie, forcément, parce que la complexité, ça les touche au quotidien. La prévoyance, c'est un petit peu moins vrai, mais pour autant, il faudra quand même expliquer leur feuille de paye est impactée à un moment donné. Et donc, ça va être quand même beaucoup de travail. Et je pense que le premier sujet, c'est de la préoccupation de ce point de vue-là. Le second point, évidemment, nos communes sont assez budgétairement et on ne sait pas trop où on va. Il y a un vrai questionnement sur qu'est-ce que va représenter en termes de coûts pour une collectivité cette prise en charge sans prévoyance sur le 0,12 qu'on connaît tous et qu'on essaie de prendre autant que possible. Et donc ça, c'est d'autant plus important que la collectivité est petite. On parle tous en tas, la collectivité est petite, plus en valeur absolue ça pèse dans nos comptes. Là, je pense qu'il y a un vrai questionnement. Et puis le dernier, et je m'arrêterai là-dessus, c'est le cadre multi-employeur des collectivités territoriales. On a des agents, pour beaucoup, qui dans la communauté de communes, voire parfois un syndicat. Et comme le CNAS va se poser la question de la clé de répartition de tout ça, qui charge la complémentaire santé ou la prévoyance. Et donc là, je pense qu'on est face commune à beaucoup de préoccupations et c'est important qu'on commence à y penser, à se poser des questions là-dessus. Petite commune, gros souci à vous entendre, David, effectivement. 1500 habitants, ça représente en termes d'effectifs pour la mairie, combien de personnes ? Donc petite commune, gros souci, ça représente une vingtaine de collaborateurs. Après, effectivement, plus la commune est petite, plus des petites choses génèrent beaucoup de contraintes.
Plus la commune est grosse, évidemment, plus on a un staff qui permet de faire face, ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas un sujet pour autant, pour ces grosses collectivités, mais c'est sûr que plus la commune est petite, plus il y a un vrai questionnement. Le maire doit être multicasquette dans ces petites communes. Audrey, donc en tant qu'experte de tout ce qui est lié à la protection sociale des fonctionnaires, la situation aujourd'hui dans les collectivités locales, c'est quoi exactement? Comment sont couverts les fonctionnaires des collectivités locales? Alors, déjà, premier élément, je pense que c'est important de se dire pourquoi est-ce qu'on fait une réforme de la protection sociale des fonctionnaires, et d'ailleurs des fonctionnaires au sens large, et pas uniquement de la protection, enfin des fonctionnaires des collectivités territoriales. En fait, l'objectif, c'est de mettre fin à une inégalité. On parle souvent des privilèges des fonctionnaires, mais finalement, pour ce qui concerne la protection sociale, on a plutôt une situation qui est moins favorable que celle des salariés du secteur privé, puisqu'il y a déjà dans le privé une obligation de couverture des salariés, au moins en santé. Là, l'objectif, c'est de mettre en place cette même obligation et cette même participation de l'employeur, qui est public, à la couverture de ses agents. Ensuite, quand on parle de couverture et de protection sociale des fonctionnaires, souvent on pense à la fonction publique d'État, qui a tendance à occulter un peu toutes les autres fonctions publiques. Et la fonction publique territoriale, elle est dans une situation qui est assez différente de celle de la fonction publique d'État, et c'est important de l'avoir en tête. Alors, c'est 1,9 million d'agents, et 1,5 million d'agents communaux, donc c'est une fonction publique importante. Et on ne part pas de rien, il y a déjà une tradition de couverture des agents territoriaux par les collectivités, puisqu'on a 79% des collectivités qui ont mis en place une couverture pour leurs agents, soit en santé, soit en prévoyance, soit les deux. Donc c'est déjà important, avec des niveaux de participation mensuels qui sont de 19 € par mois en santé, donc qui ne sont pas neutres, bien supérieurs à ce que peut mettre en place l'État pour ses propres agents. Néanmoins, cette situation, elle ne veut pas dire que finalement, il n'y a plus rien à faire sur la fonction publique territoriale et que tout est idéal. Elle masque deux points. Le premier, c'est que si les collectivités participent déjà, en réalité, le fait de souscrire la couverture est à la bonne volonté de l'agent. Et donc, on a encore pas mal d'agents qui, même s'ils pourraient bénéficier d'une participation de leur employeur, ne sont pas couverts. Et notamment en prévoyance. On se dit qu'il y a à peu près une personne sur deux qui est couverte uniquement en prévoyance, et c'est un vrai sujet. Le deuxième élément, et David le disait, il y a une différence quand même assez importante entre les agents des collectivités de grande taille et les agents des petites communes qui, eux, bénéficient assez peu de cette couverture. Alors, cette réforme, elle est pour l'instant en négociation, hein, on en parle beaucoup. Vers quoi on se dirige là actuellement ? C'est en effet assez difficile de vous parler précisément d'une réforme qui finalement est en cours de négociation et donc dont les modalités précises n'ont pas été définies. On a néanmoins quelques éléments sur lesquels on a déjà une vision précise. Le premier point, et d'ailleurs c'est une des spécificités de la fonction publique territoriale, puisque ça ne sera pas le cas pour la fonction publique d'État et a priori pas le cas pour la fonction publique hospitalière, c'est que la réforme, elle concerne à la fois la santé et la prévoyance. Cette obligation de couverture de l'agent, elle est en santé et en prévoyance. Elle est en santé à hauteur de 50% d'une couverture qui reste à définir. En prévoyance, à hauteur de 20%. Donc, ce qui est déjà une avancée assez forte, puisque cette réforme, c'est avant tout une réforme de pouvoir d'achat. En fait, c'est pas une révolution, je l'ai dit, il y a déjà beaucoup de collectivités qui ont mis en place des mesures pour couvrir leurs agents. Néanmoins, le fait d'avoir une participation minimale sur une couverture minimale, ça permet aux agents territoriaux de gagner en pouvoir d'achat, et c'est une population pour lesquelles cette question du pouvoir d'achat, elle est extrêmement importante. La couverture, elle peut être mise en place. Alors, je vais essayer de ne pas entrer trop dans des considérations techniques, mais il y a 3 modalités. 2 modalités qui existent déjà et une modalité qui est ajoutée. Soit vous proposez à vos agents de participer sur des contrats qui sont des contrats labellisés, donc qui peuvent souscrire auprès d'organismes qui ont été labellisés. Et dans ces cas-là, la collectivité va financer à hauteur de 50% le contrat labellisé.
soit on met en place, ce que beaucoup de collectivités ont déjà fait, des conventions de participation qui donc sont des contrats qui sont collectifs, donc les mêmes pour tout le monde. Et là aussi, vous aurez une participation de l'employeur qui est fixée au minimum à 50%. La grande nouveauté, ce qui n'existe pas actuellement et qui devrait permettre d'augmenter cette proportion de personnes couvertes, c'est la possibilité de mettre en place des contrats collectifs obligatoires. Non, la commune décide de mettre en place un contrat collectif et il est obligatoire pour les agents, ce qui permet d'avoir une proportion évidemment beaucoup plus significative d'agents qui souscrivent. Avec une constante qui est réaffirmée, même si on n'en connaît pas encore les modalités, c'est le rôle des centres de gestion. Ils ont déjà un rôle important actuellement dans la négociation des contrats par les collectivités. L'ordonnance, telle qu'elle est rédigée actuellement, remet les centres de gestion au centre de cette négociation des contrats. 2 points encore sur la réforme. Le premier, c'est le calendrier. C'est pas tout de suite. L'entrée en vigueur, elle est au 1er janvier 2022, mais l'obligation de couverture en prévoyance, enfin de participation en prévoyance, elle est au 1er janvier 2025 pour les collectivités territoriales et en santé au 1er janvier 2026. Donc c'est à la fois extrêmement important de s'y préparer, de prendre en compte cette évolution qui arrive et à la fois, il y a un petit peu de temps pour la collectivité pour mettre en place la bonne couverture et le bon système qui permet d'être au plus proche des préoccupations et des besoins des agents. Dernier point, il y a encore des incertitudes. Je l'ai dit, on n'a pas évidemment le détail des couvertures de base qui serviront de base à cette participation. On ne sait pas quel sera le niveau de couverture en santé, on ne sait pas quel sera le niveau de couverture en prévoyance. C'est en cours de négociation, c'est évidemment important. Le deuxième élément, et ça agite beaucoup en ce moment les négociations, c'est le sort des retraités. Puisque dans les contrats de la fonction publique, traditionnellement, il y a une solidarité qui est organisée entre les actifs et les retraités. Et là, pour le moment, cette population des retraités, qui représente quand même 700 000 personnes pour la fonction publique territoriale, elle n'est pas abordée et on ne sait pas comment est-ce qu'elle va être couverte. Et le dernier point, et David le citait, il y a des spécificités dans les contrats des collectivités territoriales et notamment les statuts de multi-employeurs sur lesquels, pour le moment, la réforme ne dit rien. Et donc qui devront être précisés. Encore pas mal de sujets à traiter donc d'ici le vote de cette réforme. David, en tant que maire, moi j'ai envie de vous dire comment vous y préparez, parce qu'il va y avoir quand même des changements d'ampleur dans cette couverture, dans cette protection sociale des fonctionnaires, notamment des collectivités locales. Et puis surtout, est-ce que vous le voyez vous aussi plus loin comme un véritable outil de gestion RH pour, je dirais, attirer les nouveaux talents? Alors effectivement, je pense qu'on va prendre la question dans l'autre sens, si tu veux bien. Effectivement, avant tout, le maire, c'est un DRH. Et on a des contraintes qu'on peut retrouver dans le monde du privé, avec surtout sorti de cette période Covid, une tension sur le marché de l'emploi, de vraies difficultés à capter des nouveaux talents et puis à les conserver. Je suis assez convaincu, on a évoqué le fait que c'était des agents pour lesquels on parle de pouvoir d'achat. On a quand même énormément de catégories C dans nos personnels, de catégories C pas toujours à temps plein, même si on essaye de raccrocher les wagons pour faire des emplois à temps complet, bien évidemment que c'est un outil qui peut être un outil de fidélisation et sur lequel il faut qu'on soit attaché, d'autant qu'on crée une inégalité entre le privé et le public. Donc c'est vrai que je vois ça dans ma boîte à outils en termes de fidélisation. Ça peut être très intéressant de faire ça bien et de le valoriser. L'autre aspect, c'est que dès lors qu'on parle santé, prévoyance, on parle forcément, surtout dans les petites structures, prévention des risques, micro-absentéisme, comment on peut finalement profiter de cette opportunité, le fait d'être en relation au-delà de la prestation statutaire habituelle avec un assureur spécialisé sur de la santé, sur de la prévoyance, comment on peut, chez nous, améliorer les choses de telle façon à limiter ces effets de micro-absentéisme, améliorer la prévention dans nos collectivités, améliorer notre façon de faire de la gestion RH, sachant qu'évidemment, pour beaucoup de petites communes, il n'y a pas de staff d'encadrement, c'est les élus qui sont directement à la manœuvre et on a besoin d'outils, on a besoin
on a besoin de beaucoup de choses pour nous accompagner. Donc là, il y a probablement un vrai intérêt à trouver là-dedans. Donc voilà les deux aspects que je vois. Alors, comment on s'y prépare? Moi, je pense que ce qui a été dit, vu de ma fenêtre, en tout cas de maire, c'est qu'il n'y a pas d'urgence. Le pire serait de prendre les choses de manière précipitée. Même si on a les contours, on voit bien qu'on n'a pas finalement encore les règles du jeu. Est-ce que ça a du sens de mettre en urgence quelque chose dans une collectivité pour tout détricoter dans quelques mois ou dans un an parce que au terme des négociations, il y aura finalement des modalités différentes? Et puis vous avez vu, c'est pas de petites modalités dont on parle, hein. Moi, quand j'entends entre la participation d'un contrat santé, quand j'entends la mise en place d'un contrat obligatoire, c'est pas du tout le même scénario pour nous derrière d'un point de vue RH. Donc, je pense qu'il faut être attentif, il faut commencer à écouter à ce que vous faites aujourd'hui, ce matin, commencer à écouter finalement ce qui se dit, ce qui se fait, être en alerte et savoir que, voilà, dans les prochaines années, il va falloir mettre ça en œuvre. Et puis le faire positivement finalement, à mon avis, le pas faire sous la contrainte, y donner du sens aussi sur le volet RH. Et puis je terminerai juste, c'est vrai que j'évoquais la précarité sur les catégories C. On a aussi l'autre volet, hein, on a les secrétaires généraux, qui sont pas des catégories C pour le coup, mais qu'on a du mal à conserver. En ce moment, je suis très à l'aise là-dessus parce que je cours après un secrétaire général et on voit bien qu'on a besoin d'attirer, on a besoin de se poser des bonnes questions pour leur amener finalement un cadre favorable à l'emploi. Donc, on lance l'annonce. Vous êtes à la recherche d'un secrétaire général. Du Maine-et-Loire, il y a un poste de secrétaire général à pourvoir. Commune d'Étriché, effectivement. Bon, c'est entendu. Si vous avez des connaissances, vous passez les CV à David. Hein. Pierre Jardineau, donc directeur général du SIGAC, qui est une filiale de Groupama. Bon, une première question d'abord, ce badge 98, c'est parce que vous êtes fan de l'équipe de France de foot et donc championne du monde en 98 ou c'est votre année de naissance là? On n'a pas eu le temps de changer 98 par 18. Non, 98, c'est bien évidemment un nombre qui est un symbole, le premier titre de champion du monde de l'équipe de France du foot, dont on a tous été très fiers, qui nous a donné beaucoup de bonheur. Mais avant toute chose, au SIGAC, le 98, c'est le taux de satisfaction de nos clients. C'est plus de 98% des collectivités qui nous font confiance au tandem Groupama SIGAC se sont déclarées satisfaites et très satisfaites des services que nous leur rendons et de notre accompagnement. C'est une très grande fierté pour nous, une fierté encore plus grande et une joie encore plus intense que la Coupe du Monde de foot. Donc on affiche ce 98. En quelques mots, est-ce que vous pouvez nous présenter le SIGAC ? Alors le SIGAC, c'est une des, on va dire, des deux plateformes de référence de services sur le marché des collectivités locales en France. C'est une société commerciale qui a le statut de courtier et dont l'unique métier est l'accompagnement des collectivités en matière de protection sociale et principalement aujourd'hui d'assurance statutaire. Vous savez que le contrat de travail en quelque sorte des agents de la fonction publique, c'est le statut de la fonction publique qui prévoit des dispositions assez fortes en matière de protection sociale et que les collectivités ont la faculté donc de s'assurer pour ces garanties statutaires auprès d'assureurs. Et au sein du groupe Groupama, la filiale spécialisée sur ce sujet, qui est experte sur ce sujet, dont c'est le seul métier, c'est le SIGAC. Alors justement, on parlait de solutions existantes aujourd'hui, avant même la mise en œuvre de cette réforme. David et Audrey en parlaient. Comment Groupama accompagne ses clients là-dessus ? Alors déjà, je disais que c'est une des plateformes de référence. Groupama SIGAC, c'est 17 000 collectivités, tous risques confondus, sur un marché qui fait 33 000 collectivités globalement, communes. C'est la moitié en termes de taux de pénétration. En statutaire, c'est plus de 11 000 collectivités qui nous font confiance et pour lesquelles nous proposons notre bouquet de services sur l'ensemble du spectre. Notre positionnement, c'est un positionnement très fortement ancré dans les territoires. Je rappelle, Groupama, c'est un groupe mutualiste. Un groupe mutualiste, la spécificité, c'est que ce sont nos clients qui sont nos patrons.
Donc ça change quand même beaucoup de choses dans la réalité quotidienne de l'exercice de notre métier. Et nos clients sont nos patrons, ce sont nos clients qui élisent les néo-présidents, et généralement ceux qui ont la fibre du devoir, de l'engagement auprès de la communauté, sont ceux aussi qui ont cette même fibre dans l'exercice des fonctions dans les collectivités et dans les mairies. Donc, très clairement, Groupama est associé au marché, au monde des collectivités depuis toujours. Et pour nous, c'est à la fois quelque chose qui est particulièrement intéressant dans l'exercice de notre métier. C'est une fierté, mais c'est aussi de très grandes obligations vis-à-vis d'eux. Nous avons vraiment des devoirs et des comptes à leur rendre. Concrètement, comment cela s'exprime? Tout d'abord, je disais que nous sommes très présents dans les territoires auprès des communes de taille petite et moyenne, et ça se matérialise par une très grande proximité. Donc je pense que nous sommes, enfin je pense pas, je suis sûr, nous sommes le seul partenaire des collectivités qui met à la disposition dans chaque département au moins un chargé d'affaires dont la mission est d'accompagner les collectivités au quotidien, d'être avec elles au quotidien, pour bien comprendre leurs besoins, pour identifier l'expression de ce dont elles ont besoin dans le cadre des contrats que nous assurons. Et ça fait de nous plus qu'un assureur. Et ça, c'est fondamental dans notre démarche, c'est que notre ticket Groupama SIGAT soit bien plus qu'un assureur et soit au quotidien avec les secrétaires généraux dont parlait David, les RH quand on a des structures un petit peu plus importantes, ou auprès des élus, parce qu'il s'agit de les accompagner dans un maquis extrêmement compliqué de l'assurance statutaire, de la protection sociale, et gêner souvent des RH de façon plus large. Les sujets ne sont pas faciles, effectivement. Alors, cette conférence, c'est aussi un échange entre vous et les intervenants. Déjà, j'ouvre la séquence questions. Si vous avez des questions à leur poser, il y a une question là, juste au fond. Allez-y, je vous passe le micro. Oui, bonjour, Pierre Dervieux, DGS de la ville de Vichy, 400 employés permanents. Alors vous évoquiez tout à l'heure le fait qu'on ignore encore aujourd'hui le montant en fait des bases sur lesquelles les participations vont être imposées, mais enfin j'imagine quand même qu'on a des ordres de grandeur. Donc est-ce que vous pouvez nous communiquer ces ordres de grandeur? C'était ma première question. Et la deuxième question, vous évoquiez aussi la possibilité de passer par contrat collectif obligatoire. Alors quand on commence à en parler aux agents, et aux OS notamment, on a quelques retours du style oui mais les contrats obligatoires, nous ça nous va pas parce que ça couvre moins bien telle ou telle filière qui sont mieux couvertes par des contrats spécifiques. Est-ce que vous avez des éléments de réponse à ce type de questionnement? Merci. Merci pour la première question, c'est toujours la plus difficile. Hein. Deux questions en fait, alors, en une. Deux questions, deux éléments de réponse. On n'a pas encore d'indice précis sur le montant de la participation qui sera demandée, et notamment sur la couverture telle qu'elle sera imposée. Il y a quand même un élément de comparaison qu'on peut prendre en compte, c'est que la réforme vient d'entrer en vigueur pour la fonction publique d'État. Et le montant de la participation de l'État dans cette période transitoire, il est fixé à 15 € par mois. Donc finalement, on se dit qu'il y a assez peu de raisons pour que la fonction publique territoriale ait des niveaux de participation fondamentalement différents. Ça, c'est le premier élément, mais ça reste évidemment en négociation. Sur la partie intérêt du contrat collectif obligatoire, alors, il est double. Le premier argument, et je m'en excuse, un peu technique, c'est que finalement, à couverture équivalente, le fait que le contrat soit collectif et obligatoire fait qu'il coûte moins cher. Il coûte moins cher parce que, comme chacun est obligé de le souscrire, quel que soit son niveau de consommation, en fait, on enlève un phénomène qui s'appelle l'antisélection et qui ferait que les gens consomment ce qu'ils souscrivent. Donc, un contrat collectif obligatoire, par nature, il est moins cher qu'un contrat collectif facultatif ou encore plus qu'un contrat individuel. Ça, c'est le premier élément. En termes d'intérêt économique, il est évident. Le deuxième élément, c'est que
Il y a déjà des contrats facultatifs qui existent sur la fonction publique territoriale et on le voit, et notamment en prévoyance, ça n'a pas suffi pour convaincre les agents de souscrire. Donc cette modalité obligatoire, même si elle peut être perçue en effet comme laissant un peu moins de liberté à l'agent, en fait, elle va permettre de convaincre davantage d'agents de se couvrir, et notamment sur la prévoyance. Et la couverture en prévoyance, on a toujours du mal à l'expliquer, mais elle est extrêmement importante. Ensuite, quand on dit contrat collectif obligatoire, ça ne veut pas dire vraiment obligation de souscrire, puisque quand on a déjà des contrats, quand on est couvert par son conjoint, etc., on peut ne pas se couvrir. Donc il y a des dispenses. Donc c'est pas non plus une obligation absolument ferme. Et ensuite, si on trouve que le niveau de couverture de base est pas suffisant, il est fort probable que les organismes complémentaires proposeront des couvertures additionnelles, etc., qui permettront de compenser. Donc pas vraiment d'inquiétude sur ce sujet. Merci pour la réponse, Audrey. Ça répond à votre question? À vos questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions dans l'assistance? N'hésitez pas, hein, ils sont là avec vous. Alors, on pourrait les voir après sur le stand Groupama sur le reste de la matinée, mais n'hésitez pas. Hein. Bon, pour aller plus loin, Audrey, sur ce que vous venez là de rappeler, pour vous, les besoins vraiment spécifiques du personnel des collectivités locales, ce serait quoi? Vraiment, ces besoins très spécifiques aujourd'hui? Alors, déjà, je disais 1,9 million de personnes. On ne peut pas se dire que c'est une population avec des besoins très spécifiques. Il y a trop de monde, donc un agent territorial et un agent communal, c'est avant tout un Français comme un autre, et donc il a les mêmes besoins que le reste de la population, et c'est déjà important de le rappeler. C'est pas une population qui serait totalement à part. Néanmoins, quand on regarde, il y a des besoins, plutôt des préoccupations qui sont plus importantes chez les agents communaux que dans le reste de la population. Et notamment, il y a une préoccupation déclarée très forte sur la santé. En fait, quel que soit le sujet ou la façon dont on pose la question, les agents territoriaux sont entre 10 et 15 points plus inquiets de leur santé que le reste de la population. Ça se retrouve sur la peur du cancer, sur la peur des problèmes psychosociaux, sur en fait l'ensemble des points. Il y a vraiment une inquiétude et une préoccupation, une attention à la santé qui est importante, et qui se retrouve aussi sur le fait que c'est une population qui est plus active et qui a une meilleure hygiène de vie que la moyenne de la population française. Et c'est important de l'avoir en tête. Et quand on parle prévention, quand on parle besoin d'accompagnement, il y a un besoin, une attente particulière de cette population sur ces sujets. Dans les besoins spécifiques sur lesquels on peut insister, c'est une population qui est plus stressée que la moyenne, et en tout cas qui se déclare plus stressée, notamment parce qu'avec un fort contact avec le public. Et c'est donc un point sur lequel il est intéressant d'intervenir. C'est une population avec énormément de problèmes qu'on appelle des troubles musculo-squelettiques, donc de problèmes de dos. Et on a 90% des agents qui disent souffrir d'un problème sur ce sujet, ce qui est extrêmement important. Et impact Covid, alors c'est pas spécifique à la population des collectivités territoriales, mais c'est important de le prendre en compte. Il y a une forte dégradation de la santé mentale, et on a une hausse importante des symptômes dépressifs après le Covid, puisque on a eu une augmentation de 10 points sur ce sujet, sur les personnes qui se disent souffrant de symptômes dépressifs. Enfin, et David le disait, c'est une population sur laquelle l'absentéisme et la gestion notamment de tout ce qui est micro-absentéisme est particulièrement importante, et sur lesquelles les collectivités ont besoin aussi d'accompagnement. Et je pense que ça ouvre la voie à des actions tout à fait importantes en matière de prévention. On parle beaucoup dans les débats publics de la notion d'assurance, et nous, ça nous va très bien. En revanche, la notion d'assurance ne se matérialise pas qu'après la survenance du risque. Il est tout à fait fondamental que l'on ait une approche anticipée. Et à cet égard, la prévention des risques, notamment dans les collectivités, me paraît être un sujet tout à fait fondamental. Donc,
la réglementation, la loi, il y a des contraintes qui existent en matière de prévention. Rappelons, le document unique est obligatoire dans toutes les collectivités. Alors, ce que l'on observe aujourd'hui, c'est qu'il y a près d'une collectivité sur deux qui en est dépourvue. La présence d'un assistant prévention est obligatoire dans toutes les collectivités. En général, quand il n'y a pas de document unique, on est sûr qu'on ne va pas trouver d'assistant de prévention. Dans ces conditions, comment on peut s'exprimer une réelle action de prévention au sein de l'organisation? Donc concrètement, elle n'existe pas. Ou alors à travers ce que je qualifierais de subterfuges très généraux qui au final ont très peu d'impact. Parce que ce qui est compliqué avec la prévention, c'est que d'une part, ça représente un coût. Il ne faut pas se leurrer. C'est un coût, et David nous rappelait, dans une collectivité a fortiori de petite taille, eh bien, un coût en matière de prévention, ça pèse sur le budget, c'est pas quelque chose de négligeable, et le décideur va plutôt choisir une affectation autre que celle de la prévention. D'autre part, c'est un rendement de l'opération, une rentabilité de l'opération, qui est extrêmement peu matérialisable. Regardons ce qui s'est passé sur la prévention routière en France. Ça a mis 30 ans pour obtenir des résultats tangibles. Et pour obtenir ces résultats tangibles, il y a eu un cumul d'actions de prévention qui ont été faits sur la durée, avec une fréquence très forte, en utilisant tous les médias possibles et avec des actions de terrain très concrètes. C'est ce qu'on doit réussir à faire dans les collectivités. Et ça, c'est vraiment l'action que nous menons au sein du SIGAC, c'est d'accompagner les collectivités pour faire en sorte que l'on engage des actions de prévention très concrètes, avec des vrais plans d'action qui sont structurés et avec de véritables objectifs. Audrey parlait de micro-absentéisme. Évidemment, c'est le premier sujet auquel on pense. Une collectivité, un décideur dans une collectivité a pour objectif principal la continuité du service public. Je pense que David ne démentira pas. La continuité du service public est la raison d'être de la collectivité, de son maire et de son DGS. Mais cette continuité du service public n'est possible que si l'ensemble des agents sont présents à leur poste de travail. Et pour être présents à leur poste de travail, c'est le contrat d'assurance. S'il se contente de dédommager d'un préjudice, il ne suffit pas. Il est fondamental que dans la relation qu'il y a avec l'assureur, qu'il y a avec l'entité en charge du service associé à ce contrat d'assurance, il y ait des dispositifs qui permettent d'accompagner la collectivité pour faire en sorte que ces agents soient présents au poste de travail, restent au poste de travail et qu'on n'ait pas à faire jouer des garanties. Enfin, si elle trouve à jouer, on assume. En revanche, l'objectif, c'est qu'elle n'ait pas à jouer et que la continuité du service public soit garantie. Donc, quand les obligations en matière de documents uniques, par exemple, sont fondamentales. C'est quoi un document unique? C'est un document dans lequel on recense tous les risques, on recense l'intensité potentielle du risque, sa fréquence potentielle et le plan d'action pour le prévenir. Si on n'a pas ça, comment peut-on parler de prévention? Donc, quand je dis qu'il y a près de la moitié qui en sont dépourvus, ça veut dire qu'il y en a près de la moitié qui ne sont pas du tout dans une démarche où on fait en sorte d'éliminer les risques. Ensuite, quand on parle de prévention pour les agents de la fonction publique, il faut revenir à la notion du travail. C'est-à-dire la prévention pour un agent administratif qui est au contact avec le public n'a strictement rien à voir avec un agent qui va s'occuper de la voirie ou des espaces verts. Donc il faut qu'on revienne à une notion très concrète du poste de travail, de la filière dans laquelle l'agent intervient pour analyser son poste et en déduire les actions concrètes que l'on va mener. Et on parlait d'argent. Oui, l'argent est un frein. Ceci étant, il ne faut pas qu'on se raconte d'histoire. L'argent ne fait pas tout. Je citerai des expériences, rapidement, des expériences très concrètes que nous avons menées au sein du SIGAC. À l'issue de la première vague de Covid, dans les relations que nous avions avec les organismes de la fonction publique hospitalière qui étaient en première ligne au cours de cette première vague, nous avons identifié un vrai sujet de risques psychosociaux, un vrai sujet de QVT. Nous avons bâti un partenariat avec une start-up qui proposait une solution de QVT très performante, très intéressante. On a présenté cette solution à tous nos clients relevant de la fonction publique hospitalière avec un financement intégral sur l'année 2020.
Il y en a très peu qui, au final, ont souscrit à cette offre gratuite. Il n'y avait pas la barrière du coût. Et donc, pourquoi on est dans cette situation-là alors que la collectivité considère que cette solution est de qualité après qu'on lui ait présenté, que par ailleurs elle considère qu'il y a un vrai sujet de QVT et de risques psychosociaux dans ses effectifs. Il suffit d'allumer la télé encore aujourd'hui pour s'en rendre compte qu'on n'est toujours pas au bout du tunnel. Et malgré tout, une solution financée qui ne lui coûte pas un centime n'est pas mise en œuvre. Donc ça, c'est un vrai questionnement, je pense, au sein des collectivités, parce que on se rend compte que la prévention est un sujet dans lequel nous devons nous engager tous. C'est un engagement, c'est un sacrifice, c'est quelque chose qui nécessite du temps, qui nécessite du courage et qui nécessite de la durée. Et nous, notre rôle me paraît être fondamental dans cette démarche, parce qu'il faut que nous accompagnions et qu'en quelque sorte, non pas que nous nous substituions, mais en tous les cas que nous ayons une approche très résolue auprès des élus et auprès des DGS pour qu'ils aient les outils et la force de s'engager sur ces sujets-là et de les mener au bout pour avoir de vrais résultats. Intéressant ce thème de la prévention. Après, qualité de vie au travail, risques psychosociaux, ça pourrait faire l'objet d'une conférence à part entière. David, j'aimerais bien avoir quand même ton ressenti sur les chiffres que vient de donner Audrey, justement en matière d'absentéisme au niveau des collectivités locales ou autres. Est-ce que tu t'y retrouves dans ces chiffres-là ? Alors, évidemment, on ne vit pas tous la même chose. L'absentéisme et la géométrie variable en fonction des communes, mais on sait bien les difficultés qui sont les nôtres. Je me retrouve tout à fait quand on parle du micro-absentéisme. C'est la journée, c'est 2 jours d'arrêt sur des petites choses. Quand on parle de l'absentéisme en général, alors moi je suis aussi président d'une structure à côté qui est un petit peu plus grande, on sait bien que c'est une vraie difficulté pour nous. Donc oui, je m'y retrouve tout à fait. Et je m'y retrouve aussi quand on se dit, c'est pas le tout de l'indemniser. La difficulté première, c'est d'assurer la continuité du service. L'indemnisation, c'est bien. Ça vient dans un second lieu, c'est nécessaire, évidemment. Mais la collectivité, comme l'assureur, a priori, a tout intérêt à plutôt créer les conditions pour que cet absentéisme se génère le moins possible. Alors effectivement, c'est vraiment un prolongement de ce que je viens d'évoquer. Et donc, quand on a des collectivités qui sont dans une situation où la prévention est peu présente, eh bien, on a développé des vraies solutions pour faire en sorte de bâtir avec elles ce plan d'action. Donc, sur notre plateforme, les collectivités qui viennent vers nous sur ces sujets-là, ou que nous identifions comme étant des sujets particulièrement intéressants pour mettre en œuvre ces actions, eh bien, même s'il n'y a pas de document unique, nous avons un assistant prévention qui va, avec la collectivité, dispenser un questionnaire d'une quinzaine de minutes au cours duquel on va identifier tous les points de risque dans cette collectivité et à l'issue duquel on bâtit un rapport qui constitue un vrai plan d'action. Un vrai plan d'action qu'on propose à la collectivité et avec elle, avec l'assureur, on définit comment on finance les actions qu'on préconise et la façon dont on les met en œuvre. Mais l'objectif, c'est qu'on aboutisse à quelque chose de très concret. Du concret. Alors, il nous reste encore quelques minutes. Est-ce qu'il y aurait une autre question dans la salle ? Profitez-en, ils sont là. Question ? En matière de santé, pour les salariés du secteur privé, il y a un panier de soins minimum qui est prévu. Est-ce qu'on a une idée de ce que ça sera pour les agents territoriaux dans le cas de l'accord ? Non, pas encore. Évidemment, tout le monde a en tête ce panier de soins du privé, en se disant c'est une base. Et globalement, le minimum de financement qui a été fixé pour la fonction publique d'État à 15 € correspondrait à peu près à 50% de ce panier de soins du privé. Donc, on est cohérent, mais ça serait faux de vous dire qu'on pense que ça va être, enfin, on sait que ça va être proche. Pour le moment, on n'en sait rien. Et il n'est pas sûr que ce soit le même pour la fonction publique d'État, pour la fonction publique territoriale et pour la fonction publique hospitalière.
Merci Audrey. Pour respecter les délais, il va falloir maintenant qu'on conclue cette conférence. Mais je voudrais pas qu'on se quitte quand même sans une synthèse pour nos participants. Je voudrais avoir parmi vous trois, quels sont selon vous, les points majeurs sur lesquels il faudra être attentif dans le cadre de cette réforme de la protection sociale des fonctionnaires. Alors si on commence par vous, Audrey. Alors, peut-être un message, pas de précipitation. Il y a un peu de temps pour la mise en place. Et cette réforme, c'est quand même l'occasion, enfin, de donner une couverture décente aux fonctionnaires des collectivités territoriales. Et donc, prenons-la comme une chance sur ce sujet, en laissant le temps de la maturation. David, une chance, le temps pour la maturation, ça vous plaît ça en tant que maire? Je pense qu'effectivement, il faut y passer positivement. Il faut la regarder dans ce qu'elle peut nous offrir de mieux. Donc effectivement, je partage ce qui se dit. Moi, j'aurais aussi un message. On est en ce moment en pleine négociation, qu'on nous fasse des choses simples et qu'on évite les usines à gaz. Ce serait plutôt là mon message, plutôt dans ce moment particulier de cadre de négociation qui nous entoure. On sent l'utilisateur à venir, hein. Effectivement, donc de la simplicité. Je pense que les élus présents ici souscrivent. Pierre, un mot de conclusion. Un mot de conclusion, Pierre. Un mot, ouais, c'est compliqué. Je dirais dans un contexte où l'exigence qui pèse sur les agents et sur les collectivités en général de la part de leurs administrés, à un moment où les effectifs ont tendance à être réduits, à un moment où l'âge des agents s'accroît, l'âge moyen s'accroît, et où l'allongement du durée de travail est une réalité, il est évident que cette réforme de la protection sociale est la bienvenue parce qu'elle enrichit le dispositif dont bénéficient les agents. Mais n'oublions jamais que une protection sociale complémentaire, c'est du curatif. Et la clé pour cette continuité du service public au sein des collectivités, c'est de faire en sorte que les agents soient à leur poste de travail. Et pour qu'ils soient à leur poste de travail, c'est de la prévention, des actions concrètes de prévention qui doivent être engagées sur le long terme. Donc, en un mot, on retiendra prévention. Merci Pierre. Donc, Audrey Berligny-Coute, David Laglaise, Pierre Jardineau, merci pour vos interventions ce matin. Merci pour votre présence à cette conférence. Alors moi, je vous donne rendez-vous à 10h30 si vous avez aimé celle-ci. Je vous donne rendez-vous à 10h30 au pavillon 4 de l'autre côté. C'est atmosphère transition numérique. C'est un sujet intéressant aussi pour les collectivités locales. Et là, nous allons parler d'un produit fort intéressant qui s'appelle Cabassure. Je vous en dis pas plus, mais en tous les cas, ça peut vous faciliter le quotidien, hein. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Sinon, rendez-vous sur le stand Groupama. Nos invités de ce matin, ils seront présents et vous pourrez continuer à discuter avec eux. Merci à toutes et à tous et bonne journée.